Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un update lecture. On reprend le rythme classique sur la chaîne, comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, en tout cas dans le vlog d'ici. Mais voilà, j'ai fait une vidéo par jour, maintenant je reprends le rythme classique, une vidéo le dimanche, une vidéo le mardi et normalement un vlog le jeudi. Et on va repartir avec un update lecture parce que j'ai beau avoir fait beaucoup d'updates lecture pendant une vidéo par jour, je suis pas totalement à jour. Vraiment, là je crois que j'ai 8 ou 10 livres que j'ai lus et je vous ai pas montré encore en update parce que j'ai malgré tout pas mal lu en avril et même début mai. Donc voilà, du coup on est reparti pour un update lecture. On va commencer par une catastrophe, vraiment, mais après ça sera 3 bonnes lectures pour cet update, donc ça va. Le premier est donc l'échec cuisant et total, c'est Le Château des Brumes de Kertinjir. Je mettais beaucoup d'espoir dans ce livre, je sais pas trop pourquoi, je m'attendais à un truc un peu mystérieux, ça se passe en hiver, parce que dans le challenge que j'ai fait au mois d'avril, il y avait une catégorie livre qui se passe en hiver ou livre que t'as pas lu et que t'avais mis dans ta palle du Cold Winter. Et voilà, là on est en fin d'année, on parle des fêtes de fin d'année, etc., etc. Sauf que, je m'ennuie. Voilà. Ce qui est raconté ici ne m'intéresse absolument pas. Il y a des scènes que je trouve pas du tout utiles, ou alors en fait je comprends pas l'utilité au moment où je les lis. Et du coup, même si elles ont une importance dans la suite de l'histoire, au moment où je les lis, je suis en mode mais ça sert à quoi ça? Enfin, genre je comprends pas le délire. Je vous ai raconté en vlog l'histoire de vraiment notre héroïne qui doit ramasser un caca de chien dans le hall de l'hôtel, mais elle en fait des caisses, ça prend une proportion énorme et c'est pas raconté en mode situation drôle, situation comique et fun, c'est genre un moment de tension, un moment dramatique. Oh là là, va-t-elle y arriver? Je suis en mode, c'est pas non plus, voyez. Bref, ici on y suit donc une jeune fille qui s'appelle Fanny, je ne me rappelle pas mais c'est écrit derrière. Elle est stagiaire dans un hôtel, c'est un hôtel de montagne situé tout en haut d'une rue, d'une route de montagne, et genre la route de montagne s'arrête au pied de l'hôtel, il n'y a que l'hôtel là-haut, voyez. Et voilà, elle est en stage là-bas, franchement on sait pas qui elle est, on sait pas d'où elle sort, on sait pas pourquoi elle est là, on sait pas. Voilà, on n'a pas plus d'infos que ça, elle est en stage là. Et en fait, ce début de livre, parce que j'ai lu 77 pages, c'est une succession de scènes, toutes plus loufoques les unes que les autres, mais racontées pas de manière drôle, mais de manière dramatique. Et j'étais en mode, mais si le livre entier, c'est une succession de scènes qui n'ont pas franchement de lien les unes avec les autres et qui ne forment pas un truc cohérent, et, je sais pas comment expliquer, vraiment, j'ai trouvé ça très découpé comme entrée en matière. Donc voilà, on la suit, elle nous raconte un petit peu son histoire, enfin son quotidien plutôt. Elle nous présente les propriétaires de l'hôtel qui habitent là, etc., etc. Et vraiment, j'ai eu cette sensation que toutes les scènes se traînent en longueur. Pardon, je suis un petit peu perturbée parce que j'entends mes voisins, mais j'ai vérifié, normalement vous ne les entendez pas. Je suis désolée si vous les entendez. En fait, ils sont vraiment derrière le mur, mais je sais pas pourquoi les murs doivent être extrêmement fins. Je pourrais discuter avec eux, mais normalement vous ne les entendez pas. Donc bref, je reprends. Avec le recul, je me rends compte que la première scène est vraiment représentative de l'écriture de l'autrice, parce que dans cette première scène on va rencontrer donc notre héroïne. Elle nous dit qu'elle est en train de garder des enfants, voilà, il y a des clients de l'hôtel qui partent et pendant qu'ils font leurs bagages, qui rangent leurs affaires, etc., ils lui ont demandé de surveiller leurs enfants. Donc du coup elle est un petit peu chargée de faire nounou pour quelques heures à peine, tu vois, et les enfants font des bêtises, ils se cachent dans la neige, etc., etc., et elle est un peu à leur poursuite, etc., etc., et va s'en suivre une succession d'événements vraiment qui n'ont aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça part dans tous les sens. Et à un moment donné, au milieu de cette scène, il y a un nouveau personnage qui débarque, et dès qu'il débarque, je me suis dit, oh, lui, je sais, ça va être ci, ça va être ça, et pas louper, tu vois. Ça prend des pages et des pages, ça prend beaucoup, beaucoup de temps à lire tout ce qui se passe, tout ce qui s'enchaîne avec ce personnage, cette rencontre, et patati, et patata, et patati. Et au bout de 50 pages, oh, bon, 50 pages, j'exagère, mais au bout de, je sais pas, 10, 20 pages, tu vois, oh, surprise, j'avais bien deviné, tu vois. Et
assez lourd en fait à lire. Et ouais, après on la suit dans son quotidien, à l'hôtel, ses tâches, etc. On a toute une conversation entre des nouveaux clients qui arrivent et j'étais en mode mais... En fait c'est une succession de scènes et de présentations de personnages. Je pense que ça met en place pas mal les choses pour la suite du roman, sauf que c'est pas très cohérent, c'est pas très logique et ça se voit que c'est écrit et que les scènes sont faites comme ça parce que on a besoin de tel et tel et tel élément pour ensuite enchaîner avec l'histoire. Mais ces premières scènes en fait elles sont comme posées les unes à la suite des autres comme ça et ensuite l'histoire va démarrer, vous voyez, mais c'est pas très bien fait je trouve. Et je me suis pas spécialement attachée à l'héroïne et vraiment lever les yeux au ciel toutes les 3 lignes et attendre, enfin devoir lire des scènes qui traînent en longueur et que je suis en mode mais je m'en fiche vraiment la conversation entre les nouveaux clients mais ça me fatigue. Donc voilà, au bout d'un moment j'ai tout bonnement lâché l'affaire. Oui, tout bonnement, j'ai 80 ans, écoutez. Comme je vous l'ai dit, la première lecture était la pire de cette update et on va enchaîner avec des lectures très cool et des livres que j'ai lus très vite. Le suivant, il a failli tomber, c'est Heidi Morton, Reine du mystère, le tome 1, l'affaire du grand piano de Marthe Jocelyn. Et je vais commencer par le seul point négatif de ce roman pour moi et c'est ce lien avec Agatha Christie. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de livres jeunesse un peu policiers, un peu d'enquête, un peu de mystère comme ça, où le point de départ, c'est Agatha Christie. Et je suis en mode, en fait, les auteurs et les autrices, vous avez le droit d'écrire des histoires d'enfants qui enquêtent, d'enfants qui résolvent des mystères, sans qu'il n'y ait aucun lien avec Agatha Christie ou avec Sherlock Holmes. Vous avez le droit de créer votre univers totalement sorti de votre tête, sans aucune référence à aucun autre univers, d'aucun autre auteur ou d'aucune autre autrice, en fait. Enfin, genre, vraiment, c'est affolant le nombre de romans qui se basent là-dessus et je comprends, enfin je veux dire c'est Agatha Christie en l'occurrence et Conan Doyle, c'est 2 grands auteurs et autrices hyper connus, hyper reconnus que beaucoup de monde a lu et oui potentiellement si tu écris ce genre d'histoire c'est parce que tu en as lu beaucoup et que tu apprécies ça et donc ces 2 grands noms là avec tu vois mais t'as pas besoin de t'inspirer de ça, enfin genre vraiment donc là Adi c'est le surnom de Agatha. Et donc, c'est un. Enfin, clairement, l'autrice est fan de Agatha Christie, quoi. Et c'est pas grave en soi. Mais bon, c'est dommage, en fait, de tout ramener à Agatha Christie tout le temps, je trouve. Après, là, si t'enlèves ce petit lien avec Agatha Christie, l'histoire tient. L'histoire est la même. Et c'est pas dérangeant en soi. On va être en Angleterre en 1902 et donc on est avec Agatha, enfin genre son ami s'appelle Hector Perrault, enfin voyez, bref et en gros elle est toute seule avec sa mère, son père est décédé, voilà on est au début des années 1900 donc tout ce qui est un petit peu aristocratie, bourgeoisie anglaise avec pas mal de codes, pas mal de mœurs à respecter vraiment pour l'époque, pour une jeune fille. Il y a des choses qu'elle n'a pas le droit de faire, il y a des choses qu'elle n'a pas envie de faire mais qu'elle doit faire. Voilà, il y a pas mal de protocoles quand même qui sont sur elle malgré son jeune âge. Mais ça reste une petite fille quand même très libre et qui rêve d'aventure en vrai. Et comme son père est décédé, sa mère a beaucoup de mal à se remettre de cette perte. Et du coup, la jeune fille a la chance un petit peu de se retrouver livrée à elle-même. Elle est laissée un petit peu vagabonder comme elle veut, alors que normalement c'est pas le cas pour les jeunes filles de l'époque. Elle a une nourrice et elle a une espèce de, enfin une femme qui la suit, qui est là pour elle, qui l'amène un petit peu là où elle doit l'amener, qui est présente pour elle et qui est un petit peu chargée de la surveiller. Mais bon, elle est quand même libre de ses mouvements. Il se trouve que un matin, quand elle se rend à son cours de danse, les jeunes filles attendent devant la porte, elles ne peuvent pas rentrer dans la salle de danse alors que normalement c'est censé être ouvert, c'est l'heure du cours et ça devrait déjà être lancé, tu vois. Et donc Adi essaie de regarder par la serrure, par la porte, etc. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et elle va découvrir qu'il y a ni plus ni moins qu'un cadavre à l'intérieur de la pièce et elle va s'accorder le droit d'enquêter un petit peu en parallèle de l'enquête de police, évidemment les policiers de l'époque, donc c'est assez drôle de voir
cette partie-là de police des années 1900. Enfin bref, moi je trouve ça très fun. Donc les policiers sont appelés sur place évidemment, ils font les premières constatations, etc. Ils questionnent des gens, etc. Et Adji va en parallèle de ça mener sa propre enquête. Mais elle va aussi et surtout se retrouver confrontée au fait que elle reste une jeune fille. En fait, elle va faire beaucoup d'erreurs. Il y a aussi toute une critique, je trouve, de la presse et des articles de presse, vraiment des journalistes qui en font parfois un petit peu des caisses et qui ne déforment pas ce que tu dis. Par exemple, ils interviewent quelqu'un et la personne répond aux questions, tu vois, et du coup ils retranscrivent mot pour mot ce que la personne a dit, genre vraiment, mais ils coupent des phrases, ils coupent des mots parfois, mis dans un certain contexte et sous une certaine forme, ça veut totalement dire autre chose que ce que la personne a dit, vous voyez. Donc il y a une critique qui est pas mal faite là-dessus, et Adji va être victime un peu de cet interrogatoire auquel elle a répondu à un journaliste vraiment de bonne foi, et ça va se retourner contre elle, alors que voilà, et elle n'est pas la seule à répondre aux questions du journaliste, et ça se retourne contre elle. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est quand même un assez gros livre pour de la jeunesse, mais ça se lit très bien. Franchement, moi j'ai passé un super moment. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça fait 353 pages. Le seul truc, c'est que on est en Angleterre en 1902, et de mémoire, on est genre en octobre-novembre, un truc comme ça. Et vraiment, le truc qui m'a perturbé à la lecture, c'est que on ne sait pas quand la nuit tombe. Vraiment. J'arrive pas à savoir, quand je lisais, je n'arrivais pas à savoir s'il faisait jour ou s'il faisait nuit. Et en fait, à plein de moments, genre notamment pour toute la fin, avec cette espèce de course-poursuite, etc., pour moi, il fait nuit, parce que genre c'est la fin de la journée, il doit être genre 16h, 17h, mais on est en octobre, novembre en Angleterre, donc il peut pas faire plein soleil, vous voyez. Et pourtant, vu les événements, vu ce qu'elle fait, vu ce qu'elle dit, elle voit clair. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai trouvé ça très perturbant. C'était très bizarre, cette notion du temps et du jour, vraiment. C'est la première fois que ça me fait ça dans un livre où vraiment ça me perturbe de ouf de pas savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit. Et c'est bête, mais genre c'était pas clair. Bref, on sait pas propre, c'est pas illustré, mais juste les entêtes de chapitres ont des dessins et des dessins différents à chaque fois. Voilà, je vous en montre deux par exemple. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est un tome 1, comme je l'ai dit. Et franchement, j'ai adoré. Donc il faut absolument que je trouve la suite. Et d'ailleurs, c'est marqué inspiré de la grande Agatha Christie dans la lignée d'Arsène Lupin et des aventures irrésistibles pour un vrai roman policier qui fait frissonner. Je suis d'accord, mais c'était pas nécessaire d'avoir des références à Agatha Christie et à Hercule Poirot en vrai. Ensuite, j'ai lu un tome de jeunesse, donc c'est Mamie Polar, le tome 2, Fallait pas toucher à l'école de Mamie Jo de Régis Delpech, et franchement j'ai adoré, j'adore cette saga. Pareil, on est dans une petite saga jeunesse avec des enfants et leur grand-mère ici, qui enquêtent un petit peu en parallèle de la police. C'est un peu se moquer de la police, en mode la police est à côté de la plaque, elle enquête pas où il faut, elle pose pas les bonnes questions, et nous on va le faire à leur place parce que nous on sait. Vous voyez, c'est un peu ça. En gros, ici on y suit donc Mamie Jo, qui est donc une grand-mère. Elle a deux petits-enfants qui s'appellent je ne sais plus comment, Lucas et Camille, et en gros ils ont un arrangement familial qui fait que comme les trois parents des deux enfants, parce qu'il y a un enfant qui n'a pas de père en gros, les trois parents travaillent le samedi, et donc l'arrangement c'est que Mamie Jo vient le samedi matin, garde les enfants toute la journée et repart le samedi soir. Voilà, donc il y a eu une première enquête dans le tome 1 où quand leur grand-mère débarque le matin, les enfants sont en mode mamie, c'est passé ci, c'est passé ça, faut nous aider. Et là, quand Mamie Jo vient, en fait les parents des enfants contactent Mamie Jo directement pour lui demander de venir plus tôt et de rester potentiellement plus longtemps parce qu'il est arrivé quelque chose à l'école et que les enfants ne peuvent plus aller à l'école, mais les parents n'ont pas de solution. En gros, il y a eu un incendie à l'école, c'est assez visible sur la couverture, et donc évidemment l'école est fermée, mais il n'y a pas d'autres centres, il n'y a pas d'autres endroits prévus pour accueillir les enfants, c'est un peu la panique à bord, et donc ils demandent à Mamie Jo de venir garder les enfants parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, tu vois. Sauf que Mamie Jo est l'ancienne directrice de cette école, et donc elle ça lui tient à cœur, cette école, elle est attachée à cette école, donc savoir qu'il y a quelqu'un qui a mis le feu ou il y a eu un accident, enfin elle veut savoir ce qui s'est passé à l'école.
Et comme je l'ai dit, l'enquête de police ne la satisfait absolument pas. Les policiers sont un peu en mode bon, c'est un truc électrique, pas de problème, t'inquiète et tout. Sauf que pour Mamie-Jo, c'est pas possible que ce soit un accident électrique. C'est forcément autre chose. Et donc, elle va enquêter avec les enfants. Ça génère pas mal de trajets au milieu de la ville, en taxi, en bus, des allers-retours, etc. Et ici aussi, on a de l'inclusion, je dirais, parce que on y parle d'un jeune garçon qui, je sais pas s'il est autiste exactement ou s'il est du moins sur le spectre de l'autisme, mais en gros, c'est un jeune garçon qui, socialement parlant, ne se comporte pas comme la plupart des gens et n'a pas les mêmes facilités que la plupart des gens. Il a ses habitudes, il a développé au fil du temps tout un tas d'habitudes et de choses qui le rassurent et qu'il met en place. Et là, l'incendie, ça vient totalement chambouler son quotidien. Et donc vraiment, il est un peu en panique, on va pas se mentir. Et voilà, c'est un personnage qu'on n'avait pas vu dans le tome 1 et qui est là, et qui est aussi proche de Camille. C'est un jeune garçon, il n'est pas aussi jeune que Camille et Lucas qui sont en primaire, mais il a peut-être 13 ans, 12-13 ans par là, et Camille et Lucas ont 9-10 ans, un truc comme ça je dirais. Et franchement c'était bien. Vraiment j'ai beaucoup aimé, j'adore cette saga. Je trouve ça hyper fun à lire, c'est hyper frais. Et en vrai, oui, c'est pas tout à fait plausible tout ce qui se passe avec cette grand-mère et ses petits-enfants à travers la ville, à faire des courses-poursuites et à enquêter par eux-mêmes et à découvrir plein de trucs. Oui, c'est pas plausible, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment cool à lire. C'est plein d'aventures, c'est plein de rebondissements et ça reste un peu une saga familiale parce que c'est la grand-mère et les petits-enfants qui enquêtent ensemble. Et aussi le fait qu'elle ait été directrice d'école, elle a, plus que la plupart des adultes, tendance à croire les enfants, à les écouter, à être vraiment réceptive à ce que les enfants disent et pensent. Et c'est pas un reproche, hein, mais parfois en tant que parent, t'es un peu en mode oui, bon, ta journée à l'école c'est sympa, mais là j'ai pas le temps, faut que je m'occupe du bain, faut que je m'occupe de faire à manger, faut que. Vous voyez, t'as pas toujours le temps d'écouter tes enfants, peu importe l'âge qu'ils ont. Je dis pas que tu le fais jamais, mais bref. Mais elle a vraiment. En fait, elle a le temps, elle est disponible, c'est une grand-mère, elle ne travaille plus. Quand elle vient pour ses petits-enfants et elle est totalement disponible pour eux, ce que les parents ne peuvent pas toujours faire, encore une fois, c'est pas une critique. Et vraiment, de par son métier et de par sa carrière de 40 ans de carrière, elle a toujours été habituée à écouter les enfants, à être attentive à ce que disent les enfants ou parfois à ce que disent pas les enfants. Et ouais, je sais pas, ça donne une relation grand-mère-enfant hyper cool, hyper chouette. Et j'adore cette saga. Et le dernier livre pour cette update, c'est un tome 2 que j'ai adoré. Franchement, je suis trop contente d'avoir découvert cette saga en 2026. Et donc, c'est Jackaby, le tome 2 sur les traces de la bête. C'est ça, de William Ritter. J'adore cette saga, vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à la lire, mais je trouve ça vraiment génial. Ici, on y suit donc Abigail, une jeune anglaise, elle doit avoir, je sais pas, 18-19 ans. Vraiment, elle s'est embrouillée avec ses parents un petit peu au début du tome 1, enfin avant même le début du tome 1. Et du coup, elle a décidé de quitter son Angleterre natale. Elle a pris un bateau, un paquebot, elle a traversé l'océan pour rejoindre les États-Unis. On est à la fin des années 1800, il me semble. Donc, voilà. Et du coup, elle débarque aux États-Unis dans une ville qui s'appelle New Finnegan ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas une ville très connue, si elle existe, en tout cas, je la connais pas. Vous voyez, et du coup, elle débarque là-bas et elle doit se débrouiller par elle-même. Enfin, genre, c'est une jeune fille dans les années fin 1800, tout début 1900, un peu comme dans le Eddie Morton, vous voyez. Et du coup, voilà, elle doit se débrouiller par elle-même. Elle trouve un endroit où se loger de manière précaire, on va dire, et puis elle trouve un emploi avec monsieur Jackaby. Jackaby, c'est un espèce de détective privé à la fois apprécié et craint dans la ville parce qu'il enquête sur des affaires, mais pas genre le meurtre du coin ou le vol à l'étalage de l'épicerie, ça l'intéresse pas. Lui, il va se pencher sur des affaires à caractère inexplicable selon la plupart des gens, mais avec les connaissances du surnaturel qu'il a, il va expliquer l'inexplicable selon la plupart des gens. C'est ça son métier, c'est ça qu'il fait. Elle répond à une petite annonce et elle le rencontre par hasard. Et donc au cours du tome 1, elle l'accompagne sur une scène de crime et elle va enquêter avec lui. Et on les retrouve ici au début du tome 2. Ici on va y parler un petit peu d'archéologie.
et en apprendre un peu plus sur la vie d'Abigail et sur le pourquoi du comment elle est partie de chez elle, puisque son père est un archéologue connu et reconnu, qu'elle voulait devenir archéologue en fait, elle a toujours rêvé de faire des fouilles avec lui, d'aller sur place, etc., mais il a refusé qu'elle le fasse, donc c'est pour ça qu'elle est partie. Et là, elle lit dans le journal qu'il y a un fermier du coin qui, sur son domaine, a, sans faire exprès, déterré des ossements, des trucs, et que il faudrait envoyer des gens sur place pour fouiller, littéralement, tu vois. Du coup, elle essaie de convaincre Jacobi d'aller là-bas, tu vois, elle est en mode moi ça m'intéresse, je veux y aller, ça a l'air cool, ça a l'air chouette et tout. Et lui, il est en mode déterrer des vieux ossements et de la pierre et tout, c'est pas intéressant, tu vois. Ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est l'animal qu'ils viennent de trouver, puisqu'il y a une femme qui les a appelés parce que son chat se transforme en poisson. Voilà, ça m'intéresse beaucoup plus. Et donc voilà, on va les suivre dans cette aventure-là. Évidemment, il n'y a pas vraiment d'histoire s'ils ne vont pas au final sur place voir ce que le fermier a trouvé. Et ça débouche sur toute une aventure, tout plein de rebondissements et tout. Je dirais que j'ai un peu moins aimé ce tome 2 parce que à la fin du tome 1, il y a vraiment tout qui se résout, tout qui s'emboîte. En fait, tout au long de l'histoire, l'auteur te donne plein d'éléments, plein de choses, plein d'indices au fur et à mesure. Et t'as l'impression qu'il n'y a rien qui va ensemble, qu'il n'y a rien qui est cohérent. Et à la fin du tome 1, tout s'emboîte parfaitement. Vraiment, ça fait comme un puzzle où on te donne les pièces, mais genre dans n'importe quel ordre, il n'y a aucune couleur qui va ensemble. Et à la fin, une fois que tu as toutes les pièces, tu vois que tout s'emboîte et que tout va bien, tu vois. Et dans ce tome 2, ça match un peu moins. J'ai trouvé que c'était un peu moins... ça s'emboîtait moins bien à la fin, la résolution est moins waouh. Alors peut-être que c'est parce que je m'y attendais aussi et que vraiment j'ai tourné les pages justement en mode je veux savoir, je comprends rien, c'est quoi ce délire, je suis intriguée de ouf. Alors que avec ce tome 2, je savais qu'à la fin ça serait résolu, qu'à la fin ça irait. Voyez, donc du coup je l'ai pas lu de la même manière. Peut-être que ça joue aussi, mais franchement j'adore cette saga. C'est le tome 2, il y en a 4 en tout. J'ai le tome 3 dans ma palle. J'aurais bien aimé caler le tome 3 dans ma palle du mois de mai, mais je n'ai pas réussi. C'est pas très grave, je le lirai plus tard. Il est violet, je sais pas s'il y a une catégorie violette dans le Flower Book Challenge que je compte faire en juin. J'ai pas encore regardé la vidéo de Madame Errance parce que si je regarde sa vidéo présentation du challenge, ça va me donner envie de préparer ma palle et je préfère avoir un petit peu avancé dans ma palle de mai avant de me lancer dans la préparation de la palle de juin. Bref, en tout cas cette saga je vous la conseille, moi j'adore. J'en ai fini avec cette update, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces livres, du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.